Et je me ferai également un plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions relativement donc à ce groupe-là. Sans plus tarder, je vais faire mon partage d'écran pour pouvoir vous faire la présentation du GAR PSTA très rapidement. Et par la suite, je donnerai la parole à la marraine, la professeure Marie Fall, donc pour quelques minutes d'échange avec nous. Le groupe d'action, de réflexion sur les politiques sociales transformatrices en Afrique est né d'une vision selon laquelle des politiques sociales transformatrices, inclusives et équitables sont bien à la portée de l'Afrique. Et cette vision-là est également née de la conviction que les politiques sociales transformatrices, non seulement elles sont à la portée de l'Afrique, mais également ce groupe va nous permettre donc de pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes pour pouvoir faire cette promotion-là au niveau donc du continent. Il s'inscrit aussi, il faut le dire, dans le cadre de la vision du Gender Equitable and Transformative Social Policy for Post-Covid, le GETSPA, qui a été, on va dire, un peu la nourrice de cette vision-là, puisque c'est ce programme-là qui nous a vraiment mis dans cette perspective-là de faire des recherches, de promouvoir les recherches sur les politiques sociales, mais surtout, on va dire, d'échanger et de faire de sorte que les politiques sociales soient au centre donc des réflexions et soit au centre que le discours dominant autour de ces politiques sociales-là puisse changer au niveau de l'Afrique. Donc, c'est à partir de cette vision-là qu'on a vraiment porté, qu'on a décidé de mettre en place ce groupe d'action et de réflexion sur les politiques sociales transformatrices en Afrique. Alors, l'objectif du GAR PSCA, bien sûr, c'est vraiment de promouvoir des politiques sociales à toutes les échelles des gouvernances publiques, à savoir les ministères, les assemblées nationales, les conseils régionaux, départementaux, communaux, qui vont et à on va dire ce panel de promotion des politiques sociales va également s'ajouter tout un ensemble, on va dire, de démarches, de réflexions profondes autour de cette thématique-là. Et on va chercher à vraiment impliquer les décideurs qui ont vraiment la main sur ces politiques sociales. Alors, comme je disais tantôt, vous l'avez tous compris, le GAR PSTA a des membres fondatrices, donc c'est né de cette vision-là, mais également de la mobilisation de personnes très engagées dans la promotion, très engagées dans la recherche sur les politiques sociales transformatrices. Et ces personnes, ben, je vais vous les présenter tantôt, un peu l'organigramme. Il y a les membres fondatrices, à cela, donc, dans les membres fondatrices, vous avez la directrice exécutive et le GAR PSTA également s'adosse sur un réseau de collaboratrices et de collaborateurs à travers les 3 continents, à savoir donc l'Afrique, bien sûr, l'Europe et également les Amériques. Donc, les membres fondateurs sont la professeure Marifal, qui aujourd'hui est la marraine de cet événement-là, docteur Kadidiatou Kadio, donc, qui est de l'Institut de recherche au Burkina Faso, la professeure Oumoul Koulibaly de l'Université Cheikh Anta Diop, la professeure Rosalie Diop également de la même institution, et moi, docteur Ndeye Fatissar, qui en suis la directrice exécutive. Alors, permettez-moi juste d'admettre les personnes qui sont dans la salle d'attente, là. Je disais également que le GAR PSTA s'adosse à un réseau de collaboratrices et de collaborateurs dans 17 pays. Donc, 17 pays représentant les 5 régions africaines, 17 pays également de l'Europe, notamment la France et le Canada. Les activités prévues par le GAR PSTA, c'est vraiment les activités à moyen terme, on va dire, à la suite de cette conférence inaugurale-là, c'est de publier
on va lancer un processus de publication d'un ouvrage sur les politiques sociales transformatrices en Afrique. Donc, c'est mis dans l'agenda du GAR PSTA. De même également, on prévoit d'élaborer des capsules vidéo intitulées à l'honneur. Et ces capsules vidéo-là seront dédiées à la présentation de communautés de communication scientifique de collaborateurs, donc de notre réseau de collaborateurs, sur des thématiques qui sont vraiment spécifiques à leur pays. Et à cela, nous ajoutons également, nous prévoyons faire des entrevues in situ de bénéficiaires et de non-bénéficiaires de ces politiques sociales impactantes pour vraiment euh, euh, mobiliser assez de connaissances, de données également probantes qui nous permettent de voir, de constater, qui nous permettront vraiment de pouvoir évaluer l'efficacité des politiques sociales sur les populations bénéficiaires et non également bénéficiaires. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Donc là, on vient vraiment de faire une très brève présentation de ce groupe de recherche, d'action et de recherche donc, qui vient juste d'être mis en place. Je reste disponible pour des questions. Si vous avez des questions, donc on aura le temps pour pouvoir discuter autour donc, des différents projets, des visions également du GAR PSTA. Alors, là, sans plus tarder, je vais donner la parole. Si vous n'avez pas de questions, je vais donner la parole à la professeure Marifal, qui est la marraine de cet événement-là. Oui, merci pour l'honneur que tu me fais d'ouvrir cette ronde d'activités autour du groupe d'action et de recherche sur les politiques sociales transformatrices en Afrique. Donc, mon nom est Marie Fall, je suis professeure de géographie et coopération internationale à l'Université du Québec à Chicoutimi et aussi très proche collaboratrice de Fatih, membre du comité technique du GETSPA avec Inde qui est ici présente. Et donc, comme Fatih vous l'a dit, hein, c'est un groupe de recherche et d'action. Donc, un groupe de recherche en général, on va parler de la réunion de plusieurs chercheuses et chercheuses qui sont de plusieurs disciplines. Donc, on va plus parler d'interdisciplinarité et qui proviennent de plusieurs facultés et universités qui se réunissent en fonction d'intérêts de recherche communs. Et là, on va aussi parler d'actions. Ça peut être des actions de plaidoyer parce qu'on veut faire un plaidoyer en faveur des politiques sociales transformatrices en Afrique. Euh, Fatih et moi, on se connaît quand même depuis maintenant quelques années. On a travaillé ensemble lors de la première phase du vaste projet panafricain Gender Equitable and Transformative Social Policy for Post-COVID-19 Africa, donc le GETSPA, en français, politique sociale genrée et transformatrice en Afrique post-COVID, qui est financé par les Open Society Initiative pour l'Afrique et dirigé par l'Université du Ghana. Et durant cette première phase, nous avons mené une recherche au Mali, en Mauritanie et au Sénégal sur les politiques sociales depuis l'époque coloniale jusqu'à la période de la COVID-19. Nous étions une équipe de 5 personnes. Fatih et moi coordonnions l'équipe et nous avions des chercheurs pays, des chercheurs principaux dans chaque pays, dont Ousmane, que je vois ici présent. Bonjour Ousmane, qui était le chercheur de la Mauritanie. Nous avions Almami, qui était le chercheur pour le Mali, et nous avions Adama Sadio, qui est chercheur pour le Sénégal. Et donc, ça a été une très belle collaboration qui nous a permis éventuellement de faire cette recherche-là autour d'une approche historique et qui nous a permis aussi d'analyser l'élaboration et la mise en pratique de ces politiques sociales afin d'en saisir les dynamiques économiques, sociales, politiques et qui les ont accompagnées. Évidemment, dans nos résultats, on a vu un certain nombre de similitudes, mais aussi certaines divergences entre ces pays-là.
Et on peut mettre ça à grande échelle dans toute l'Afrique, hein, parce que quand même, ce projet regroupé autour de 33 pays africains selon des répartitions géographiques et linguistiques. Et ces similitudes et ces divergences, notamment de ces trajectoires de politique sociale, parfois différentes selon les conjonctures, selon les systèmes et selon les régimes politiques spécifiques à chacun des pays. Et on a vu qu'il y avait donc des destins historiques communs et des enjeux et des défis similaires à l'échelle de ces trois pays, mais aussi à l'échelle des pays africains. Euh, à la lumière des résultats qui ont été obtenus, nous avions émis plusieurs recommandations, notamment mettre en œuvre des politiques sociales universelles, accessibles et adaptées aux réalités socio-économiques africaines pour des actions qui mènent à des résultats efficaces. Donc, quand on regarde un peu les objectifs du GAR FIPSPA, c'est aussi répondre à cette recommandation pour aller faire du plaidoyer, mais aussi par nos recherches, un peu changer la donne auprès des décideurs politiques. Et en effet, dans des contextes socio-économiques marqués par une prépondérance du secteur informel aussi, on a dit qu'il faudrait que ce secteur informel soit davantage pris en considération. Et d'ailleurs, dans le deuxième appel du projet GetSpa, il y a un accent qui est mis sur une meilleure connaissance de ce secteur informel et comment amener les acteurs de ce secteur à bénéficier davantage de régimes de protection sociale afin d'augmenter leur résilience. Indy, qui est économiste, nous dira que le secteur informel occupe une grande place dans les économies africaines, mais comme il n'est pas comptabilisé, ben, on va voir que en termes de retombées pour ce qui est un peu de la solidité de nos économies, ben, c'est assez difficile. Alors, dans ce sillage aussi, on avait vu que certaines catégories sociales vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes âgées, donc les aînés qui étaient inactifs, devraient aussi pouvoir bénéficier de régimes de protection sociale. Nous avions recommandé aussi de mettre en œuvre des politiques sociales transformatrices et genrées, ce qui est le titre aussi du projet GetSpa, qui aurait pour vocation de transformer qualitativement les conditions de vie des populations. Et en dernier lieu, nous avions aussi recommandé des politiques sociales autoconçues et autofinancées qui seraient indépendantes des partenaires extérieurs, parce qu'on se rend compte aussi que des politiques sociales basées exclusivement ou en totalité ou même en partie sur l'aide internationale, sur l'apport des partenaires financiers et techniques, peuvent être on va dire, aléatoires dans la mesure où les pays donateurs, et on le voit actuellement avec les États-Unis qui ont coupé une bonne part, qui ont coupé leur aide internationale. Et on craignait pour le Canada, on vient d'avoir des élections pour un nouveau premier ministre, mais là, les libéraux sont encore au pouvoir. Mais on avait peur que si les conservateurs arrivaient au pouvoir au Canada, ben, on couperait une bonne partie de l'aide aussi. Donc, cette aide-là, qui est beaucoup basée aussi sur les agendas des pays donateurs, on devrait pouvoir s'en passer. D'où l'idée d'avoir des politiques autoconçues mais autofinancées par nos gouvernements, parce que nos gouvernements ont les moyens de financer leur politique sociale en notant que la gouvernance soit quand même assez transparente, la gouvernance de nos ressources soit transparente. Et donc, l'adaptation des réponses aux réalités propres à chaque pays est une des conditions de leur efficacité. Moi, j'ai accepté de collaborer avec Fatih dans cette initiative parce que je me suis dit, comme groupe de chercheuses, comme groupe de chercheurs, nous sommes payés pour réfléchir, nous sommes payés pour avoir aussi un impact positif sur nos communautés d'appartenance, hein, sur nos communautés d'origine. Et nous devons, par nos recherches et nos interventions, apporter de nouveaux savoirs, mais aussi faire des plaidoyers pour un monde meilleur, un monde où personne ne sera laissé de côté. Nous devons être notamment des chercheuses et des chercheurs engagés
au service de nos collectivités. Là, je fais un clin d'œil, un petit placement pour un article que j'ai écrit dans le journal des professeurs de mon université, donc sur la recherche engagée au service des collectivités. Et donc, nous devons avoir plus d'impact dans nos pays. Nous devons aussi faire valoir tu sais, nos positions auprès des décideurs, auprès des organisations pour que l'Afrique soit le continent euh, qui produit des richesses, certes, mais le continent où aussi les ressources humaines sont valorisées, mais surtout mieux considérées. Donc, je vais arrêter là mon éditorial en remerciant Fatih pour cet honneur qu'elle me fait d'ouvrir donc cette ronde de conférences, cette ronde d'action au service des politiques sociales. Et surtout aussi, tu sais, Fatih pourra notamment vous parler aussi de toute la programmation qui est élaborée pour, en fait, de meilleures politiques sociales transformatrices en Afrique. Voilà, merci beaucoup, Fatih. Merci beaucoup, professeur Marifal, vraiment pour on va dire, ce plaidoyer hein, pour les politiques sociales. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais donc réitérer mes remerciements de l'honneur que vous me faites pour animer cette conférence. Alors, je voudrais d'abord faire une petite présentation, donc une brève présentation donc de Madame Hormatullah. Elle est professeure de l'enseignement supérieur à l'université Qadiria de Marrakech, bien évidemment au Maroc. Il est titulaire d'un doctorat et d'une HDR en économie-gestion. Il est membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche et d'études en management des organisations et droits de l'entreprise. Ses recherches portent sur l'économie des ressources halieutiques, les questions de genre, la gouvernance climatique et l'entrepreneuriat familial. Une part importante de ces recherches est consacrée aux économies africaines et arabes. Madame Hormatullah est auteure et co-auteure de nombreux textes publiés dans des revues nationales et internationales. Elle a également contribué à l'élaboration de plusieurs projets de recherche à l'échelle nationale et internationale au cours de ces 10 dernières années. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Hormatullah. Madame Hormatullah, vous avez 30 minutes pour aborder vos questions. À vous la parole, Madame Hormatullah, et j'ai le plaisir d'être présente avec vous. Merci. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense que tous les aspects ont été mentionnés et tous les remerciements ont été dits. Et je suis ravie d'être avec vous dans ce climat familial qui est très important quand même et qui ne peut que permettre à des politiques sociales d'être inclusives. Voilà. Je vais peut-être partager mon écran, ma présentation. Donc, alors, cette conférence, comme vous le savez, elle porte sur les politiques sociales transformatrices en Afrique, vers une inclusion durable et équitable. Alors, bon, on sait qu'aujourd'hui, en Afrique, ces politiques sociales, elles se trouvent à un carrefour critique face aux défis qui sont persistants, de pauvreté, d'inégalité structurelle, mais aussi d'inclusion sociale. Et la nécessité de repenser fondamentalement l'approche des politiques sociales en Afrique, elle s'impose avec force. Ça a été dit tout à l'heure. Bon, ce débat s'inscrit dans une réflexion qui est épistémologique et praxéologique autour du concept de politique sociale transformatrice. Elle s'interroge aussi sur les conditions d'émergence, disons, d'une inclusion sociale durable et équitable dans le contexte africain contemporain. Maintenant, on sait tous qu'il y a des différences entre les pays africains, des réalités qui sont relativement similaires évidemment, des systèmes de répartition avec une très très forte inégalité. Chaque pays présente ses propres spécificités et son système politique particulier. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire, par rapport à la géographie, par rapport à la culture, à la démographie, aux ressources naturelles, il y a de très fortes différences.
Et donc, on comprend bien que dans ces conditions, que l'état d'avancement de ces pays africains, il dépend de l'accomplissement des politiques sociales, évidemment, qui sont conditionnées par ces paramètres que je viens de citer, mais aussi, ils sont conditionnés par la qualité des institutions formelles. C'est-à-dire que le cadre juridique qui est derrière et qui rapporte une manière globale, une image sur leur appropriation ou bien leur acceptation carrément dans les sociétés concernées africaines. Alors, nous sommes partis d'un certain nombre de constats qui, à mon sens, marquent le contexte africain et qui remettent en cause les paradigmes d'intervention sociale en Afrique. Alors, nous avons ici quelques constats qui marquent éventuellement les pays africains. Le premier constat, il est relatif à l'échec des approches fragmentées traditionnelles. Alors, ce sont des approches qui ont échoué à réduire justement, il faut le dire, durablement les inégalités et en entretenant des trappes à pauvreté et en négligeant les dynamiques intergénérationnelles. Le deuxième constat, il est lié aux limites de ce qu'on peut appeler les limites des paradigmes assistentiels, parce que l'approche compensatoire dominante, elle a créé des dépendances systématiques sans modifier les rapports de pouvoir avec une certaine incapacité des dispositifs actuels à s'adapter aux nouvelles formes de précarité. Le troisième constat, il a trait justement à une certaine inadéquation structurelle, qui à mon sens est très important, puisque les dispositifs actuels peinent à s'adapter aux nouvelles formes de précarité qui sont imposées par des défis contemporains que nous connaissons tous et qui sont associés à l'aspect écologique, à l'aspect migratoire, aux transformations structurelles qui sont liées à la digitalisation. Donc, ce sont des défaillances systémiques face à des mutations que nous connaissons. Alors, à cela, éventuellement, s'ajoute une gouvernance verticale, technocratique, appelée aussi logique top-down, dans la conception, mais aussi dans l'implémentation des politiques peu ouvertes à la participation. Donc, il y a en quelque sorte une remise en question fondamentale de ces paradigmes d'intervention sociale et une émergence d'une approche transformatrice des politiques sociales. Alors, de ces constats, éventuellement, une question a émergé, c'est celle dans quelle mesure les politiques sociales en Afrique peuvent-elles constituer des vecteurs de transformation structurelle vers une inclusion durable, équitable dans les contextes africains contemporains. Et pour participer modestement à ce débat, je vais commencer par un petit peu d'histoire. Il n'y a pas de mal, l'histoire, elle est tout le temps bénéfique pour comprendre les constats et les phénomènes présents. Alors l'idée, justement, ici, c'est de pouvoir montrer comment les politiques sociales africaines sont-elles transformées à travers les époques et quel enseignement en tirer pour aujourd'hui. Alors cette histoire, évidemment, n'est pas qu'un rappel du passé, mais elle éclaire aussi sur quelques blocages actuels, mais également sur disons, des opportunités futures. Alors je vais commencer par la première période, c'est une période coloniale. C'est une phase qui a été caractérisée par un système dual et inégalitaire de protection sociale, une couverture limitée aux fonctionnaires coloniaux et élites locales, avec une destruction des systèmes de solidarité traditionnels et des interventions sociales qui sont utilitaristes au service du projet colonial essentiellement. La deuxième phase post-indépendance, quant à elle, elle représente, à mon sens, un espoir d'un État social. Donc, c'était vraiment le début d'un État social, période caractérisée par des États développementalistes, nouvellement indépendants, avec essentiellement ce qu'on appelle une ambition universaliste, avec des ressources très, très limitées. Et parallèlement, une expansion des services publics, essentiellement de santé et d'éducation. La troisième période est relative au choc, ou bien ce qu'on peut appeler, oui, des problématiques des passes, des programmes d'ajustement structurel. C'est une période qui a été essentiellement imposée, nous le savons, par les institutions financières internationales, avec une réduction drastique des dépenses sociales, privatisation des services essentiels, filet de sécurité minimaliste, mais surtout une corrélation très forte entre dépendance
au programme d'ajustement structurel et indice d'exclusion sociale. Et c'est ça qui a créé le plus de malheur, j'ai envie de dire, par rapport à la conception des politiques sociales dans cette ère. La quatrième phase, c'est celle de l'ère de post-Covid que nous avons tous vécue. Et c'est vraiment une période d'un nouveau contrat social, période contemporaine certes, qui est définie par des réponses à la pandémie et à ses conséquences. Et là, il y a eu vraiment une révélation des vulnérabilités systémiques, retour de l'intervention étatique d'urgence. Donc là, c'est vraiment une phase qui a été menée dans le sens de faire face à des vulnérabilités qui ont été créées juste suite à cette pandémie Covid. Alors, il y a une cinquième phase qui est très importante, appelée révolution et mouvements sociaux, étalée dans les années 2000 à 2010. J'ai envie de l'appeler une phase de résistance citoyenne, parce que c'est une période qui a été marquée par les mouvements sociaux, par le printemps, bien les printemps arabes, par des revendications pour des réformes également structurelles. Et c'est une phase, j'ai envie de dire, de redéfinition du contrat social, qui est moins encadré par des parties prenantes, certes, mais qui a marqué vraiment une chose qui est très importante, c'est celle qui est reliée à une résistance citoyenne, qui reste quand même un phénomène très puissant pour pouvoir évaluer les politiques sociales. Alors, nous estimons que pour mieux assimiler en fait les causes et les dynamiques et les conséquences des révoltes citoyennes en Afrique, la compréhension des politiques sociales elle est très cruciale. Alors là, selon la définition de Mkandawir, une politique sociale transformatrice, elle se réfère à l'ensemble des mesures structurelles, durables, prises par les pouvoirs publics au niveau de l'économie dans son ensemble, mais aussi au niveau des institutions sociales, ce qui est très important, et des relations sociales, dans l'objectif d'améliorer le bien-être des populations, tout en cherchant à réduire les inégalités dans les limites socialement acceptables. Alors, en conséquence, cette forme de politique sociale transformatrice, elle va au-delà des politiques conjoncturelles classiques, qui sont caractérisées entre autres par leur caractère palliatif, un contenu assez modeste, une compartimentation des activités aussi, et elle ne s'apparente pas à un produit, mais j'ai envie de dire un processus, un continuum d'actions qui sont progressistes et s'attaquent directement aux racines des problèmes et pas uniquement aux symptômes. Quand on parle de politique sociale transformatrice, on parle également de politique fondée sur des droits universels, fondée sur ces droits et à mon sens, elle prend tout son sens justement dans le contexte des pays africains où les principaux indicateurs sociaux, en particulier ceux qui sont liés à la santé ou bien à l'éducation, accusent des niveaux, j'ai envie de dire, critiques. Quand on parle de politique sociale transformatrice, nous parlons également de politiques qui promettent l'élimination de barrières structurelles qui sont liées au genre, à l'appartenance ethnique, à la situation géographique, pour accéder à l'éducation, à la santé, à l'emploi, mais aussi à la sécurité sociale, mais aussi aux ressources économiques. Alors, toujours dans le même sens de politique sociale transformatrice, j'ai envie juste de rappeler brièvement le principe de base selon Adesina, qui, à mon sens, une compréhension, un schéma qui est très global et qui permet justement d'apporter une compréhension holistique de ce que nous traitons aujourd'hui. Alors, l'idée ici d'une politique sociale transformatrice, elle repose essentiellement sur des normes d'égalité, de solidarité sociale. L'adhésion universelle et la couverture des prestations sont des résultats d'un engagement qui est normatif. Et la politique sociale, elle est définie par des normes qui remplissent des fonctions de production, de protection, de reproduction, de redistribution, mais aussi de cohésion sociale. Bien que ces différentes fonctions fonctionnent en tandem et doivent créer une certaine synergie en fait, le poids qu'il convient d'accorder à chaque fonction, il varie d'un pays à un autre, mais aussi, et le plus important, il varie au sein du même pays. Et donc, ça complique un petit peu les choses, mais bon, c'est comme ça. Les instruments transformateurs de la politique sociale que nous avons ici, ils vont de l'éducation, de la santé, en passant par le logement, réforme agraire, le soin, marché du travail, etc. Et ce sont des instruments qui sont quand même interdépendants et qui produisent des effets
qui se renforcent mutuellement. Et les résultats qui sont obtenus alimentent non seulement le développement social et économique, mais aussi le développement politique. Et donc les résultats eux-mêmes renforcent et, disons, elles approfondissent le cadre normatif de ce cadre de politique sociale. Alors, maintenant, pour qu'une politique de couverture sanitaire puisse être qualifiée de transformatrice, j'ai envie juste de donner un petit exemple par rapport à la couverture sanitaire universelle, parmi beaucoup d'autres. On n'a pas le temps de couvrir l'ensemble des chantiers des politiques sociales, donc on va se limiter à la couverture sanitaire, mais rapidement. Et donc, pour qu'une politique de couverture sanitaire universelle puisse être qualifiée de transformatrice et génératrice du bien-être pour tous, elle doit nécessairement être guidée par une approche innovante, c'est-à-dire l'introduction de nouvelles réponses à des questions sociales les plus importantes, les plus pressantes, auxquelles une attention particulière doit être portée et pour lesquelles, justement, les réponses actuelles sont jugées insatisfaisantes. Alors, le caractère, justement, transformateur de la couverture sanitaire universelle vient du fait que c'est tout simplement un instrument qui permet d'amorcer un véritable changement positif dans la sphère économique, sociale africaine. Il contribue à la réduction de la pauvreté, améliore la santé globale de la population, ce qui impacte positivement la productivité du travail et l'économie. Il permet de prévenir des épidémies. Mais le plus important aussi, c'est qu'il a été reconnu dans l'agenda 2030 comme une cible pour réaliser les objectifs de développement durable. Surtout l'objectif numéro 3. Et puis, il semblerait que dans un souci d'améliorer les systèmes de santé, tous les pays africains se sont engagés à des degrés différents, évidemment, dans un processus de mise en place de la couverture sanitaire universelle. Toutefois, j'ai envie de dire que les résultats obtenus, ils n'étaient pas satisfaisants. C'est-à-dire que si on voit les chiffres ici présentés, nous allons constater qu'il y a vraiment un écart et les objectifs souhaités n'étaient pas atteints rapidement. Le nombre de pays africains ayant une législation spécifique par rapport à la couverture sanitaire est passé de 6 en 2017 à 32 en 2022. L'indice de couverture des services de santé en Afrique en 2021, nous avons seulement 10 pays africains qui avaient un score supérieur à 60 sur 100, 11 pays restent en dessous de 40 sur 100, et quand même, aucun pays africain n'a dépassé le seuil de 80 sur 100, qui est considéré quand même comme une couverture complète. Donc là, c'est vraiment des chiffres qui interpellent un débat, et c'est ce qui est important par rapport aux chiffres. Tout à l'heure, ça a été dit, les recherches, c'est pas ça qui manque, mais il faudra quand même donner des chiffres, sachant que les poor numbers en Afrique, on a ce souci, mais il faudra quand même faire en sorte qu'il y ait énormément d'études pour offrir des chiffres sur lesquels on peut se baser pour évaluer ces politiques sociales. Alors, par rapport maintenant au mécanisme de durabilité, il est clair que les politiques sociales en Afrique doivent dépasser le rôle traditionnel de filet de sécurité pour devenir justement des leviers de transformation sociale, structurelle. Mais pour y parvenir, nous avons détecté 4 mécanismes importants qui, à notre sens, permettent de dépasser ce seuil de politique sociale et aller dans le sens de l'inclusivité et de la durabilité. Premier mécanisme de nature institutionnelle, et il consiste en une constitutionnalisation des droits sociaux. Droit de la santé, droit d'éducation, protection sociale, création de fonds sociaux également autonomes. Et là, je donne l'exemple du Fonds national de solidarité au Sénégal que je connais. La décentralisation effective pour une mise en œuvre sociale locale. Et puis, le deuxième mécanisme concerne le financement, parce que le financement, en fait, c'est le nerf de la guerre, il faut le dire, pour des politiques sociales durables en Afrique, sans mécanisme financier robuste, même les meilleures politiques resteront lettres mortes. Et pour que les politiques sociales soient transformatrices et durables, l'Afrique, elle doit briser les dépendances aux bailleurs via des réformes fiscales audacieuses. Elle doit également investir dans l'économie réelle aussi, en termes de transformation locale, industrialisation verte, etc.
innover aussi, parce qu'aujourd'hui, on doit encourager des innovations dans ce sens. Le crowdfunding panafricain, par exemple, les obligations solidaires, ce sont des exemples très importants. Le troisième mécanisme économique, qui est très fortement corrélé avec des politiques productives, pour construire des sociétés véritablement inclusives africaines, l'Afrique doit s'appuyer sur des piliers économiques à la base. Ça veut dire qu'elle doit redistribuer par des mécanismes qui sont universels, certes, et inclusifs. Elle doit essentiellement et surtout, disons, transformer l'économie par l'industrialisation verte, parce que l'Afrique ne doit pas rester uniquement un fournisseur de matières premières, par exemple, brutes, mais doit devenir un acteur industriel, investir dans les énergies renouvelables, solaire, hydrogène vert, recyclage, créateur d'emplois également. Ce sont des choses très importantes en matière d'innovation. L'autre, j'ai envie de dire, pilier important économique, c'est le fait de renforcer la résilience face aux crises et aux chocs climatiques et économiques qui aujourd'hui menacent tout simplement les progrès sociaux en Afrique. Il y a beaucoup de solutions qui ont été données dans ce sens. Par exemple, les assurances climatiques panafricaines, exemple l'African Risk Capacity, qui est très important. C'est un très bon exemple qui a permis de protéger beaucoup d'agriculteurs. L'autre exemple que j'ai envie de donner ici, c'est l'exemple de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est couplée à des mécanismes de taxation commune des multinationales et des politiques sociales transformatrices qui constituent un très bon modèle économique prometteur pour l'Afrique. Le quatrième mécanisme social, qui est basé sur l'inclusion et la participation, qui est lui basé sur des sous-leviers, j'ai envie de dire, parce que là, on parle de l'éducation qui constitue un puissant levier de mobilité sociale. On parle de santé universelle, pilier de développement humain qui repose sur des mécanismes aussi inclusifs et préventifs. On parle également de la protection sociale qui agit comme filet de sécurité important et levier de développement en ciblant toutes les étapes de la vie. Là, je donne un exemple des transferts monétaires conditionnés comme au Maroc, nous avons un programme appelé Tawakkul qui lie les allocations à la scolarisation des enfants, etc., et qui brise le cycle, disons, intergénérationnel de la pauvreté. Il y a également beaucoup de programmes nutritionnels qui ont donné le fruit et c'est très important. Nous parlons également d'autonomisation économique des femmes africaines et qui repose également sur leur accès à des microcrédits, à des formations professionnelles, à une protection juridique renforcer parce que c'est aussi important d'aller à l'encontre des violences économiques à l'égard des femmes. Et ce sont des mesures très importantes qui permettent de donner en économie un effet multiplicateur à l'autonomisation des femmes. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, une petite statistique que j'ai, c'est que cette autonomisation justement des femmes africaines, elle pourrait ajouter approximativement 300 milliards de dollars à l'économie régionale en fin de 2025, ce qui est vraiment très important, qui permet de financer beaucoup de projets dans ce sens. Alors, par rapport justement à l'efficacité de ces politiques transformatives, j'ai envie juste de signaler une chose qui est très importante, c'est que pour que ces politiques sociales dépassent la simple durabilité, parce que c'est ce qu'il faudra rechercher en fait, et atteignent une efficacité transformative, elles doivent, à mon sens, intégrer une construction démocratique. Elles doivent également faire appel à une approche multiscalaire au niveau micro, méso et macro, mais également, elles doivent dépendre de cadres épistémologiques endogènes. Je vois que nous avons aujourd'hui avec nous beaucoup de doctorants, et c'est très important de faire un focus sur cet aspect épistémologique endogène. Alors, je vais commencer quand même par la co-construction démocratique qui est tellement reliée à la durabilité des politiques sociales en Afrique. Alors, la co-construction, c'est vraiment un processus par lequel tous les acteurs concernés, toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, société civile, bénéficiaires, chercheurs, experts, participent conjointement à la conception mais aussi à la mise en œuvre et à l'évaluation des dispositifs sociaux.
Elle repose essentiellement sur la délibération collective et surtout une certaine reconnaissance des savoirs pluriels. Parce que c'est très important aujourd'hui de faire appel à ces savoirs qui sont endogènes aux nombreux pays africains. Et ce sont ces savoir-faire qui vont permettre une certaine efficacité inclusive de cette politique. Parce que c'est important aujourd'hui d'intégrer cette réflexion dans la conception des politiques publiques. Alors, cette efficacité inclusive des politiques sociales repose sur une triade conceptuelle importante. Une durabilité ancrée dans la délibération démocratique de Habermas, où justement les espaces délibératifs, conseils citoyens, assemblées locales, etc., alimentent cet ajustement continu des politiques, à une approche par les capacités de scène, également de newspan, qui est très très importante et qui permet justement d'apporter des indicateurs de capacité. Par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui de santé, on a besoin d'indicateurs qui mesurent tous les aspects relatifs à la santé, à l'éducation, à la participation citoyenne à la politique. Et ça, c'est très important. Genre qu'il faudra quand même dépasser les simples indicateurs économiques et passer directement à une justice sociale qui est redistributive et qui est reconnaissante et qui a été proposée, entre autres, par la théorie de la justice sociale de Rawls, mais également de Fraser. Et ça, je pense que c'est primordial aujourd'hui dans la conception des politiques sociales en Afrique. Maintenant, je pense qu'il faut savoir que sans mécanisme de co-construction démocratique, les politiques sociales risquent de manquer de légitimité, ce qui est absurde quand même. Ils risquent de manquer de légitimité, mais aussi d'adaptabilité aux réalités du terrain, ce qui peut compromettre éventuellement leur efficacité à long terme. Nous avons ici quelques mécanismes concrets, conseils consultatifs, thématiques, les comités de développement au Maroc. Nous avons l'Initiative nationale de développement humain qui a donné ses fruits intéressants, les conseils régionaux également de développement, etc., qui restent quand même des mécanismes très importants, mais accouplés à de nouvelles formes justement de participation qui enrichissent l'arsenal démocratique. Et moi, là, ici, je pense quand même aux plateformes numériques de consultation qui sont très importantes et qui permettent de faire inclure et intégrer les citoyens pour qu'ils puissent contribuer au débat sur les lois et les politiques publiques, chose qui est très importante. Alors, deuxième levier important pour cette efficacité inclusive, c'est par rapport à l'approche qui est utilisée, qui doit être multiscalaire aujourd'hui, parce que l'inclusion durable des politiques sociales en Afrique, elle représente un défi majeur. Ça, on le sait. Mais à travers une approche multiscalaire qui est très complexe, justement, à mettre en œuvre, on peut dépasser quand même cette complexité et élaborer des réponses qui peuvent être adaptées aux différentes réalités africaines. Alors, le niveau micro-social. Alors ici, essentiellement, l'attention se porte sur ce qu'on appelle les capacités individuelles et les dynamiques d'empowerment. C'est-à-dire que là, je rejoins les avis les propos d'Amartya Sen, mais également, il faudra contextualiser toutes ces dynamiques dans les réalités africaines, comme le suggère Souleymane Bachir Diagne, qui est quelque chose qui est très importante en termes de contextualisation. Et donc, l'efficacité des politiques sociales, elle dépend d'abord de leur capacité à mobiliser des savoir-faire communautaires qui sont des mécanismes traditionnels de solidarité et de protection sociale. Je donne l'exemple ici des tontines, des Stockwell également, qui permettent de faciliter l'accès aux ressources financières et qui sont très importantes. Également, l'intégration des guérisseurs dans des systèmes de santé au Bénin. Moi, j'ai vu l'expérience du Bénin et qui était très intéressante. Le fait d'intégrer des guérisseurs dans le système de santé, ça a permis de faciliter l'accessibilité à des services de santé et d'intégrer en même temps des savoirs contextualisés à des politiques sociales, chose qui est très, très intéressante. Ensuite, cette efficacité des politiques sociales, elle dépend de leur capacité à répondre à des besoins très particuliers des individus selon le genre, l'âge, situation d'handicap ou bien même au contexte socio-culturel.
c'est une personnalisation qui est très importante. Et là, l'expérience du Ghana en termes des programmes de transfert monétaire, elle est très, très importante, mais également en Éthiopie, qui illustre cette capacité d'adaptation très, très importante. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau méso-social, qui se concentre, lui, sur des institutions intermédiaires et sur des mécanismes de médiation sociale, en s'inspirant notamment des travaux de Mahmoud Mamdani en 2012 sur les structures institutionnelles hybrides caractéristiques des sociétés africaines contemporaines. Et justement, ici, la décentralisation, elle est considérée comme un levier majeur pour assurer une certaine inclusion sociale en Afrique, ce qui va permettre une meilleure adaptation aux réalités africaines et aux besoins territoriaux. Et là, je donne l'exemple toujours de l'INDH, avec 10 millions de bénéficiaires depuis 2005, chose qui est très importante. C'est vrai qu'il y a des choses à faire encore et à exécuter dans ce sens, mais déjà, je dis que c'est une bonne initiative qui a permis à beaucoup de personnes de bénéficier de services sociaux. Aussi, à côté de ça, nous avons le rôle des acteurs intermédiaires, notamment les ONG. Et là, je donne l'exemple des organisations essentiellement confessionnelles. Et ça, c'est un point très important parce qu'on sait que dans quelques pays africains, l'aspect religieux et culturel est très, très présent. Donc, autant l'intégrer dans la conception des politiques sociales. En Ouganda, par exemple, il y a certaines organisations, disons, confessionnelles qui ont développé un rôle d'intermédiation crucial et ça a marché dans la fourniture de services sociaux, complétant l'action publique, tout en assumant une adaptation culturelle des interventions. Et là, je pense que c'est vraiment une initiative qui émane du contexte très importante. Le niveau macro-social maintenant, dans l'objectif est d'intégrer des dynamiques structurelles et les rapports de pouvoir nationaux, mais aussi transnationaux, parce que ce sont des rapports qui conditionnent des possibilités, même des politiques sociales, comme le souligne sarcastiquement Kandawir. Théoriser les politiques sociales en Afrique sans analyser les contraintes géopolitiques revient à discuter des techniques de natation sans mentionner l'eau. Et c'est vrai. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faudra essayer de faire en sorte que cette inclusion durable puisse intégrer un cadre national cohérent, des cadres juridiques et réglementaires qui sont favorables à l'inclusion, et également un alignement sur des cadres continentaux et internationaux. En l'occurrence, il faudra s'inscrire justement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et cet objectif de développement durable social, pardon. Et puis, il faudra également s'inscrire dans les objectifs de développement durable, notamment les ODD 1, 5 et 10. Le premier, c'est pas de pauvreté. ODD 5, c'est par rapport à l'égalité entre les sexes. ODD 10, c'est par rapport justement aux inégalités réduites dans et entre les pays. Donc là, vraiment, il faut faire en sorte que cette analyse et approche multiscalaire puisse voir le jour et être très présente dans toute la démarche de conception des politiques sociales en Afrique. Alors, le troisième point important par rapport à l'efficacité transformative, il dépend tout simplement de cadres épistémologiques endogènes. Parce que pour qu'une politique sociale soit efficace, elle doit dépendre fondamentalement de ces cadres, de la recherche, de l'épistémologie, qui sont en fait ancrés dans des réalités locales et qui sont articulés, à notre sens, autour de trois piliers. Premier pilier important, c'est par rapport à la décolonisation méthodologique, qui représente vraiment un enjeu central pour l'étude des politiques sociales africaines. Beaucoup de travaux l'ont démontré. Et les méthodologies conventionnelles, elles reproduisent souvent et implicitement des hiérarchies de savoir et des catégories qui sont vraiment analytiques et inadaptées aux réalités étudiées. Et donc l'approche décoloniale, elle ne consiste pas justement à rejeter en bloc les méthodologies qui existent, mais à les soumettre tout simplement à un examen critique de leurs présupposés, à les reconfigurer. Et ça, c'est important, en dialogue avec les épistémologies endogènes. Donc, c'est une démarche qui soulève la question cruciale de la validité scientifique dans un contexte de pluralisme épistémologique. Et c'est une contextualisation qui signifie que ne signifie pas pour autant
un relativisme absolu, comme on peut dire, mais il faudra que ce soit une approche vraiment de contextualisation, disons, réflexive. Alors, Madame Hormatullah, je vous prie de m'excuser, vous avez 10 minutes. d'accord, je vais terminer avant ces 10 minutes. Merci. D'accord, merci beaucoup, merci. Alors, je disais, le deuxième pilier, c'est ça? Donc oui, le deuxième pilier des approches méthodologiques innovantes, parce que j'avais un fil conducteur. Alors, à côté de la décolonisation méthodologique, le deuxième pilier, à notre sens, qui est très important, c'est celui qui est relié à l'innovation en termes d'approche méthodologique. Parce que innover en méthodologie n'est pas un choix aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité. Et l'étude des politiques sociales en Afrique exige aujourd'hui une innovation méthodologique. Pour répondre à cette complexité croissante des enjeux sociaux et économiques, à la diversification des acteurs et à l'évolution des attentes citoyennes. Donc là, il faudra que ce soit une conception de dispositifs participatifs de coproduction des connaissances. Et là, je donne l'expérience de laboratoire citoyen d'évaluation des politiques publiques initié par Kandawir au Cameroun, qui illustre vraiment la fécondité de cette démarche. Deuxièmement, les méthodologies mixtes qui permettent non seulement de donner des chiffres et des résultats, mais qui permettent de donner des indicateurs statistiques à des phénomènes d'inclusion, d'exclusion, et on a beaucoup besoin aujourd'hui de ça en Afrique. Troisième pilier important, c'est qu'il faudra tout simplement qu'il y ait une manière, qu'il faut changer la manière de penser. Il faudra repenser des lacunes théoriques essentiellement. Alors, pour analyser les réformes sociales déjà mises en place en Afrique, il faudra, à mon sens, croiser l'étude des dynamiques politiques et institutionnelles avec des interactions entre systèmes formels et informels, tout en développant des indicateurs contextualisés, des protocoles longitudinaux capables de mesurer l'inclusion sociale, capables de valoriser scientifiquement et socialement les résultats pour un impact justement durable. Et donc, très rapidement, avant que je termine, avant que je puisse conclure, ce que je viens de présenter ici, c'est vraiment un modèle théorique de durabilité. On espère l'avoir et l'adopter, mais qui se caractérise par certains aspects qui méritent d'être explorés par les chercheurs. Premièrement, il faut opter vers une articulation entre politique sociale transformatrice et transformation écologique, ce qui constitue un champ d'investigation très prometteur et très important aujourd'hui. Deuxièmement, également, l'analyse des politiques sociales transformatrices gagnera à être étendue aux contextes transnationaux et diasporiques, parce qu'aujourd'hui, on a le problème migratoire, les migrations qui redessinent les frontières de la protection sociale dans les différents pays africains. Et ça, c'est un volet très important. Troisièmement, l'intégration plus systématique des technologies numériques dans l'analyse des politiques sociales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces technologies permettent de transformer, à mon sens, je peux me tromper par rapport à la totalité du continent, mais en tout cas, je sais que ce sont des outils importants qui permettent de transformer les modalités d'accès aux services sociaux. Et puis, ce modèle que je viens de présenter, il présente néanmoins des limites qui méritent d'être explicitées rapidement. Premièrement, malgré les efforts pour développer une approche contextuelle, la diversité africaine, elle résiste à toute tentative de généralisation théorique, comme le souligne Mamdani. Et ça, c'est vraiment un souci, mais en même temps une opportunité pour les chercheurs, hein. Deuxièmement, c'est un modèle qui reste insuffisamment, disons, opérationnalisé sur certains aspects, notamment la mesure empirique des dimensions transformatives, l'évaluation de l'impact transformatif, qui pose des défis méthodologiques très importants, notamment liés à la temporalité. Troisièmement, c'est un cadre qui propose et qui des choses importantes, mais qui, à mon sens, peine à intégrer pleinement les dimensions, disons, affectives et émotionnelles qui sont très importantes, parce que ce sont des dimensions qui, dans notre contexte africain, déterminent largement le bien-être social. La solidarité en Afrique, elle repose sur des liens affectifs. C'est la famille élargie. Ce sont des systèmes d'entraide communautaire. C'est l'exclusion sociale qui génère des traumatismes collectifs, souvent invisibles. Et un simple exemple pour passer, je trouve que c'est un point important avant de passer directement,
en Afrique, nous avons des sentiments de honte, de colère, de fierté qui doivent faire partie de l'expérience de la citoyenneté locale et qui doivent être intégrés dans la conception des politiques sociales. Il y a deux exemples ici qui sont importants, où les autos, par exemple, les bénéficiaires de pensions refusent parfois des aides perçues comme humiliantes. Et là, c'est un aspect important puisque il faudra passer à une innovation autre chose, le rebranding des aides. Il faudra donner une autre marque à ces aides sociales. Au Maroc, la colère qui a été suite aux bénéficiaires du RAMED face au dysfonctionnement administratif, elle a engendré une certaine réforme, minime soit-elle, du système de santé solidaire. Et donc, ce sont des choses, à mon sens, très importantes à intégrer. Alors, en termes de conclusion, je vais quand même dire que, voilà, sans durabilité, les politiques sociales s'effondrent et sans transformation, elles stabilisent l'injustice. Donc, malgré les progrès indéniables dans les politiques sociales en Afrique, les résultats restent décevants. C'est un bilan qui est mitigé euh, et qui s'explique par des défis structurels, des modèles inadaptés, une gouvernance fragile. Et donc là, nous avons trois principaux défis rapidement. D'abord, l'inadéquation entre conception politique et potentiel transformatif des politiques sociales. Il y a une résistance au changement de certains acteurs dont les intérêts sont liés au maintien du statu quo et qui constituent vraiment des obstacles, un obstacle politique majeur dans beaucoup de pays africains. Deuxième défi majeur, c'est tout simplement la question du financement qui constitue souvent un goulot d'étranglement majeur. Donc, il faudra que développer des mécanismes financiers qui sont alternatifs et c'est une obligation aujourd'hui pour l'ensemble des pays africains. Troisième défi qui, à notre sens, important, c'est ce qu'on appelle le gradualisme prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gradualisme, c'est vraiment de prendre en considération dans la conception des politiques sociales l'aspect étapiste, ce qui permet de minimiser les coûts d'ajustement ou d'expérimentation, ce qui permet également de gagner de l'information quant à l'opportunité de poursuivre ou pas la politique sociale. Mais malheureusement, ce gradualisme, il n'est pas très présent dans le contexte africain, alors que c'est vraiment une stratégie qui peut être très adaptative, pragmatique et politiquement viable et durable pour les politiques sociales en Afrique. Merci pour votre attention. Merci à vous, Madame Hormatullah, pour cette conférence brillante, pour cette brillante conférence. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, donc nous allons passer à notre chère Ramata. Donc, il est directrice du secteur des sciences sociales et humaines de l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, depuis 2019. Elle a à son actif une grande expérience professionnelle dans des organisations internationales et intergouvernementales où il a occupé des postes stratégiques et s'est beaucoup consacré à l'éducation des filles, au développement des jeunes et à la consolidation de la paix. Son travail à la Cisco continue d'ouvrir la voie aux générations futures en encourageant la résilience, le dialogue et l'inclusion à tous les niveaux. Sans plus tarder, je vais donner la parole à ma chère Ramata Almami. Et je peux donc être fière donc de la présenter à l'équipe. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Merci beaucoup, Aïcha. La valeur ajoutée, c'est vraiment ce cadre d'échange, de partage et surtout de regards croisés entre femmes, entre, je veux dire, hommes de développement. Quand je dis hommes, c'est avec un grand H et ça fait plaisir de voir également cet échange entre femmes leaders et hommes également au niveau de la recherche pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette problématique clé des politiques sociales inclusives. Et vous me permettrez juste aussi de remercier aussi Aïcha et Fatih, parce qu'également la question de l'inclusion suppose le partage. Et cette rencontre, je pense que nous l'avons eue et grâce au dynamisme d'Aïcha et bien sûr le rôle clé que Fatih a joué pour qu'on puisse ensemble partager ce savoir pour plus d'inclusion au niveau international, sachant que
au niveau de l'ISESCO, on est organisation du monde islamique intergouvernementale, focus sur l'Afrique avec presque 24 pays sur les 53 et présents en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud, sans compter les pays non membres. Et en fait, j'insiste sur cet aspect pour montrer un peu, partager un peu la richesse que donne l'ISESCO en termes de convergence et de confluence entre différents agendas. Agenda 2063 pour l'Afrique, l'agenda du monde islamique, mais également les objectifs de développement durable. Ça, c'est un élément très important. Et félicitations aussi pour cette initiative de groupe d'action et de recherche sur les politiques sociales transformatrices en Afrique, qui résonne fortement avec l'initiative de l'ISESCO sur le réseau des experts en sciences humaines et sociales. Vous savez que la question des sciences humaines et sociales est prioritaire pour nous. Sciences humaines et sociales qui se rapportent également au développement humain et social, sachant que les défis sont encore énormes malgré les efforts énormes que les pays ont déployés. On sait que bien que les sciences humaines et sociales jouent un rôle fondamental dans le processus de développement, mais aussi dans la définition du cycle civilisationnel des sociétés et n'ont pas encore atteint le statut recherché dans un certain nombre de pays, un bon nombre de pays d'ailleurs. Je pense qu'à ce niveau, professeur Hind a été très, je dis, non seulement elle a balisé le terrain, mais également elle nous a donné des orientations claires. Ce qui fait que il y aura des redits pour juste partir un point de jonction entre la recherche et la décision politique. Nous avons besoin de la recherche. Nous avons besoin d'orientation claire pour mieux orienter, pour mieux guider la décision politique. Et c'est là où le rôle des sciences humaines et sociales est énorme et qu'au niveau de l'ISESCO, on travaille justement sur ce positionnement sur l'humain, ce positionnement sur le social, sachant que malheureusement, ce statut que devraient atteindre les sciences humaines et sociales ne l'est pas encore, du fait de quelques faiblesses dues à, bien sûr, aux théories et aux méthodes de recherche utilisées qui nécessitent réellement d'être repensées. Et c'est là où, quand j'ai vu le résumé partagé par Fatih, qui mettait en exergue la nécessité de repenser. Je pense que repenser les paradigmes, décoloniser les mentalités, c'est ce qu'il nous faut d'abord pour pouvoir avancer, impulser cette dynamique de changement et également de développement de l'Afrique. Nous savons également qu'il est important dans ce processus de revisiter, de repenser pour des politiques sociales qui répondent beaucoup plus aux besoins de nos communautés, mais également qui valorisent les réalités de l'Afrique. Il est également nécessaire d'aller vers une vision plus clairement définie et concertée également du rôle des sciences humaines et sociales. Parce que jusqu'à présent, en termes de recherche-action, bon, c'est beaucoup plus recherche, moins action pour d'autres. La combinaison n'est pas encore claire. Donc, pour cette raison, pour toutes ces raisons, il y a lieu d'être ensemble et d'agir vite. Et c'est là où l'ISESCO se positionne pour échanger avec les réseaux d'action et de recherche sur les politiques sociales transformatrices pour qu'on puisse avoir plus d'inclusion. Et l'inclusion, bien sûr, suppose la multisectorialité. L'inclusion suppose la multidisciplinarité, suppose l'interdisciplinarité. Quand on parle de politique sociale, par rapport aux politiques publiques, il est important qu'on puisse aller vers cette dimension holistique qui nécessite plus que jamais une coopération entre chercheurs, coopération entre départements ministériels, coopération entre agendas, entre perspectives. Je pense que ça, c'est l'élément fondamental sur lequel on devrait vraiment porter et que le professeur Hind a bien abordé, mais j'insisterai beaucoup pour cette question de multisectorialité qui nous permet d'avoir une approche beaucoup plus de synergie d'action, pour plus d'efficacité. On parle d'agenda, on en a eu. Là, on est vers l'agenda 2030. Est-ce qu'on atteindra, en tout cas les chiffres et les recherches révèlent que très peu de pays vont atteindre l'agenda 2030. Et ensuite, on est là vers quelle perspective? C'est-à-dire qu'il y a lieu de non seulement nous re-questionner, mais également de revisiter et de nous remettre en question sur les méthodes. Je dis plus, rien que l'intervalle des différents agendas doit nous interpeller sur la nécessité de voir est-ce que nos politiques publiques répondent réellement aux besoins des communautés. Et c'est là où l'ISESCO revient, encore une fois, comme opportunité certaine de jonction, de synergie
de connexion et de pont entre différentes civilisations. Je parle de la civilisation islamique dans sa diversité. Quand je dis dans sa diversité, c'est toute l'histoire de l'Afrique, du Moyen-Orient, le monde arabe, l'Asie, l'Afrique, comment connecter l'ensemble pour qu'on puisse avancer. Et également, ça nous ramène à cette nécessité, plus que jamais également, de vivre ensemble. Pour moi, c'est une question clé. Le vivre ensemble également, c'est le partage d'expériences, c'est la connexion entre le passé, le présent et l'avenir. Comment est-ce que dans ces concepts de durabilité largement abordés par professeur Hind, il y a cette nécessité et urgence également de revisiter ce qu'il y a derrière notre héritage culturel. Comment profiter de cette richesse unique que nous offre également l'Afrique pour avancer. Et là, c'est autant de points sur lesquels on devra échanger, sachant que, encore une fois, cette question de politique sociale inclusive que nous devrions repenser nous ramène également à la question plus qu'importante de la coopération, le modèle de coopération. Quel modèle de coopération? À la fois cette coopération externe qui lie l'Afrique aux autres pays, mais également cette coopération interne, encore une fois, au niveau entre endogène et toutes les ressources que nous offre l'extérieur. Mais c'est surtout aussi pour nous la question de la souveraineté de la pensée. Est-ce que cette jeune génération qui constitue la majorité de la population de l'Afrique, estimée à presque 70% de la population, et encore, cet esprit a été éduqué, formé, accompagné pour cette souveraineté dans la pensée. On dit « je pense, donc je suis », je pense qu'il y a lieu pour moi. À chaque fois, je dis « je pense qu'il va falloir qu'on aille tous vers je repense, donc je suis repensé » pour que cette jeune génération ait cet esprit critique, non seulement cette jeune génération, mais également même la génération adulte qui doit aller également vers cet esprit de connexion, d'échange intergénérationnel pour que nous puissions tous nous repenser. Repenser dans notre manière de faire pour qu'on n'ait plus d'esprit et d'approche gérontocratique, sachant qu'encore une fois, la majorité de la population africaine est constituée de jeunes, mais également qu'on aille à plus d'équilibre dans les relations. Et c'est toute la question des relations entre hommes et femmes. Donc, voilà, autant de questions aussi qui nous interpellent. Et pour revenir un peu je veux dire, au continent et par rapport à des politiques, comment mettre en place des politiques inclusives, transformatrices, vous me permettrez de revenir un peu sur le fait que, bon, pas besoin de dire que notre continent est un carrefour historique. Nous possédons une jeunesse vibrante, nous l'avons dit, les ressources, les chiffres le disent, des richesses naturelles abondantes, une diversité culturelle sans équivalent et des savoirs endogènes, mais d'une richesse mais inestimable. Mais sommes-nous réellement conscients de ces recherches? Avons-nous les instruments qu'il faut et les outils qu'il faut pour les valoriser en termes de, par exemple, d'employabilité, en termes d'innovation? Avons-nous suffisamment de cadres pour valoriser tout cet héritage culturel que nous offre l'Afrique? C'est vrai que les savoirs modernes, oui, mais les savoirs endogènes et les savoirs traditionnels, c'est bien du fait également des mécanismes naturels dont nous avons hérité et qui nous ont permis de pouvoir également, pas d'une manière aussi importante que nous aurait souhaité, mais également proposer des alternatives de santé communautaire et de protection qui ont permis plus de résilience et moins de chocs. Sachant qu'il est important de relever quand même que les chocs sont multiples. Les chocs sont multiples. C'est là où, dans mon intervention, je souhaiterais aborder les leviers essentiels pour construire cette Afrique sociale de demain. Je parle bien d'Afrique sociale de demain. Continent riche, on en est tous conscients, riche de son dividende démographique, riche de ses richesses minières, riche de sa diversité culturelle, mais une Afrique quand même sociale fondamentalement, qui devrait se recentrer sur cet humain qui est, je veux dire, qui a pu avoir une résilience. Et je pense que cette notion de résilience devrait être bien décrite, déclinée, et que ça puisse se décliner en notions et en indicateurs clairs en termes de politique sociale et également de recherche. Cette notion de résilience, professeur Hind en a parlé,
On le dit très souvent, mais je pense qu'une des forces de l'Afrique, c'est cette résilience et c'est cette résilience qui devrait fonder euh, cette politique euh, publique et cette politique sociale vers une transformation. On dit très souvent, c'est écrit dans l'agenda 2063 que la force de l'Afrique et l'accélération du développement du continent devraient se faire par la transformation de l'agriculture. Mais que de l'agriculture, oui, l'agriculture également, je veux dire, est également un soubassement, le socle également de toute la chaîne de sécurité alimentaire. Malheureusement, nous nous rendons compte que malgré les richesses, les taux les plus aggravants et alarmants d'insécurité alimentaire en termes de malnutrition, malheureusement, c'est notre pays. C'est nos pays, c'est l'Afrique. Et c'est tout qui devrait nous ramener à mon avis, et selon d'ailleurs les recherches, à des taux et en fait, à des conséquences beaucoup plus néfastes et négatives du point de vue de la santé maternelle infantile. Je pense qu'également cette notion de résilience également nous intervient pour nous ramener à la nécessité, encore une fois, de valoriser ce socle qui fonde toute cette résilience de communauté et de l'écosystème malgré les nombreux chocs. Donc, pour moi, aborder la question de cette Afrique sociale de demain, c'est mettre en exergue la question du dividende démographique, de l'autonomisation des femmes, du leadership féminin, la résilience sociale, de toute la valorisation du savoir endogène, de la coopération sud-sud. Ça également, c'est important, cette coopération sud-sud. Comment impulser cette dynamique et renforcer cette force unique qu'on a également de nous renforcer, de nous enrichir dans cette coopération sud-sud, où on se retrouve avec les mêmes réalités, bien sûr, où on se retrouve avec des instruments remarquables qui peuvent nous propulser vers un avenir certain, une Afrique plus prospère, et encore une fois, en connexion également avec l'extérieur. Je parlerai là du monde islamique dans sa diversité, qui est énorme, et également de l'international. Donc, autant d'éléments sur lesquels nous devons réfléchir, sachant que la question de la protection sociale, professeur Hind l'a souligné, c'est la base. La question de l'inclusion des personnes vulnérables, et je mettrai l'accent sur la question de la santé mentale, une dimension qui est vraiment sous-estimée. On ne peut pas parler de politique sociale inclusive sans prendre en question et en main et dans l'urgence la question de la santé mentale, de la vulnérabilité mentale et la question de la paix. Et éléments sur lesquels également l'ISESCO travaille beaucoup pour qu'on puisse avoir une Afrique résiliente, équitable, pacifique de demain. Et c'est ce qui nous a amené au niveau de l'ISESCO à proposer ce modèle de société que nous avons mis en place pendant la pandémie de la COVID-19 pour repenser le monde, et c'est les sociétés que nous voulons. C'est-à-dire qu'il est temps que l'Afrique ait des sociétés, l'Afrique et le monde islamique et également, je dis, dans sa globalité, et qu'on puisse avoir des sociétés que nous voulons, mais pas des sociétés qui nous sont imposées. Des sociétés que nous voulons, et nous savons que l'urgence et les faits nous révèlent qu'il est important qu'on ait des sociétés pacifiques, la question de la paix, qu'on ait des sociétés plus inclusives, la question de l'équilibre des gens, hommes-femmes, entre, je veux dire, riches et pauvres, toute cette question d'inclusion, personnes à besoins spécifiques, les minorités. Il est plus que jamais également qu'on ait des sociétés prospères. La question de la prospérité, c'est toute la richesse de l'Afrique, du monde islamique et en général, du monde en général. Et la question de la résilience, les sociétés résilientes. Comment est-ce qu'on peut aider les sociétés à relever les chocs qui affectent, mais d'une manière très répétitive, qui affectent l'humanité, mais aussi des sociétés durables. On a mis l'accent sur des sociétés durables, mais avec une garantie de bonne santé pour les populations. Et c'est là où on est en train, dans cette dynamique, d'accompagner les États à avoir des politiques sociales plus inclusives et transformatrices. Pour nous, c'est la nécessité d'avoir cette approche holistique aussi dans la prise en charge des questions de santé. Il est plus que jamais également qu'on ait des sociétés prospères. La question de la prospérité, c'est toute la richesse de l'Afrique, du monde islamique et en général, du monde en général. Et la question de la résilience, les sociétés résilientes. Comment est-ce qu'on peut
aider les sociétés à relever les chocs qui affectent, mais d'une manière très répétitive, qui affectent l'humanité, mais aussi des sociétés durables. On a mis l'accent sur des sociétés durables, mais avec une garantie de bonne santé pour les populations. Et c'est là où on est en train, dans cette dynamique, d'accompagner les États à avoir des politiques sociales plus inclusives et transformatrices. Pour nous, c'est la nécessité d'avoir cette approche holistique aussi dans la prise en charge des questions de santé. C'est toute la question de la santé physique en corps sain dans un esprit sain. Comment impulser, accompagner les populations à adapter des disciplines sportives tout en, bien sûr, conjuguant les disciplines traditionnelles. Le sport traditionnel, on en a dans nos sociétés traditionnelles, mais combiné aux sociétés modernes. Également, la question de la santé nutritionnelle, tout se joue dans ce qu'on mange en matière de santé. La question nutritionnelle qui nous ramène à la question de l'agriculture, à toute cette opportunité que nous offre l'agriculture pour nutrition, mais également la question de la santé mentale, ça je l'ai encore abordé et j'insisterai là-dessus. La base se situe dans la santé mentale. Nous avons beau investir dans les infrastructures, mais si l'infrastructure mentale n'est pas stable, je pense qu'on n'atteindra jamais le développement et surtout, la mise en place de politiques inclusives de transformation sera très difficile parce que sans santé mentale, sans cette stabilité, cette fondation mentale avec des infrastructures mentales très résilientes, je pense qu'on arrivera difficilement à parler de politiques sociales de transformation. Alors, pour revenir à la question du dividende démographique, comment est-ce qu'on peut tirer avantage du dividende démographique très rapidement, puisque le professeur Hind en a parlé. Bon, 70% de la population mondiale constituée de jeunes. D'ici 2050, on parle de 240 millions d'Africains en âge de travailler. La question de l'employabilité, qui constitue à la fois je dis une opportunité, mais également une menace pour la stabilité du pays. Chaque année, 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail, mais seuls 3 millions d'emplois formels sont créés. Emplois formels. J'ai bien aimé l'intervention de professeur Hind sur la question de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, mais qui tient compte également des opportunités que nous offre la question de l'économie sociale et solidaire. La question du savoir endogène. Comment est-ce qu'on peut transformer, tirer profit de tout ce savoir-là que nous avons de nos sociétés, nous pouvons tirer de nos sociétés pour promouvoir cette économie sociale et solidaire qui part de l'endogène. Ça également, c'est un élément très important. Donc, je dirais que nous pouvons investir stratégiquement dans l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat des jeunes, l'innovation sociale. C'est pour que ce dividende démographique puisse être un moteur de croissance. C'est ça. Assez souvent, beaucoup parlent du dividende démographique africain comme une faiblesse, alors que c'est la richesse. Je veux dire, une population majoritairement jeune, c'est justement la force motrice que doit propulser l'Afrique pour l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et c'est un élément sur lequel également nous parlerons beaucoup, sachant que ce moteur de croissance démographique est également, je veux dire, fortement lié à la transformation économique, mais surtout à la stabilité de l'Afrique pour la paix. Parce que sans paix, ni école, ni, je veux dire, infrastructure de santé, ni coopération, la question c'est là où la question de la paix, de la sécurité, ces deux éléments également, c'est des éléments clés en matière de développement de politiques sociales inclusives et transformatrices dans le cadre des politiques publiques en général. Donc, juste pour dire que donc, ce succès dépendra d'une capacité collective à créer des opportunités, mais surtout à valoriser aussi l'initiative locale. La question de la décentralisation a été posée par professeur Hind. Comment décliner les politiques en actions concrètes sur le terrain? Et c'est toute la question de la coopération entre le niveau, je veux dire, élevé et stratégique, politique, mais également cette coopération avec les collectivités territoriales qui mettent en œuvre, qui ont cette responsabilité également sociale de veiller sur le développement et de pouvoir le décliner en actions concrètes. Donc, c'est des éléments importants, sachant que cet élément de décentralisation qui nécessite une meilleure prise en charge des questions d'engagement territorial suppose aussi une synergie, une connexion avec tout ce qui est initiative communautaire, les associations de jeunes, les associations de femmes, qui sont chargées de mettre
en œuvre, sachant que bon, les femmes et les jeunes combinés, c'est la majorité de la population, à la fois internationale et africaine. Donc, c'est des leviers incontournables sur lesquels on devrait s'appuyer pour une mise en œuvre concrète des politiques publiques. Vous parlez également de la question de la résilience face au choc. Toute cette collision de crise économique sociale dont on a parlé, qui impacte, mais d'une manière assez sérieuse, sur la vulnérabilité des pays africains et même des pays en général. La pandémie du Covid a été un exemple concret qui nous a montré que il est plus que jamais important d'anticiper sur les chocs. La question de la prévention. La question de la prévention ne concerne pas juste l'écosystème global, mais également les acteurs. Comment arriver à renforcer les capacités pour plus de prévention que de curatif. L'urgence, nous ne pouvons pas continuer à vivre, l'humanité ne peut pas continuer à vivre sur l'urgence. Je pense qu'il est important de mettre l'accent sur cet aspect prévention dans nos stratégies, que nos politiques soient plus efficaces. Pas des politiques d'urgence, mais des politiques également qui peuvent nous permettre d'anticiper sur le choc pour non seulement plus de résilience, mais également moins de dégâts. Quand je parle de dégâts, c'est vraiment surtout sur les conséquences qui peuvent affecter les femmes qui sont le socle de l'humanité et de la société. Et à ce niveau, juste pour dire que l'ISESCO travaille également beaucoup sur cette question de résilience, essayant de connecter les différents secteurs qui sont, par exemple, les secteurs des sciences et technologies, des sciences sociales, de la culture, et également le centre de prospective pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur des politiques et des stratégies qui nous permettent d'être non seulement holistiques, inclusives, mais qui puissent répondre aux besoins de communautés face à l'urgence et la capacité d'anticiper sur les chocs. En parlant de la question de la résilience et du dividende démographique, j'en profite pour parler bien sûr de cette question qui est un frein énorme dans l'élaboration des politiques sociales inclusives et de transformation. C'est la question de la migration qui affecte l'Afrique. Nous le savons, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça. Les dégâts sont terribles sur le continent, sur la jeunesse du continent. Et surtout que maintenant, on assiste beaucoup plus à une féminisation de la migration. Quand les femmes quittent les foyers, il y a l'urgence de se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas pour que les femmes gardiennes des familles, garants de l'humanité, quittent les familles pour migrer dans des conditions que nous savons tous. Donc, je pense que cette question de la migration devrait ramener également dans cette question d'élaboration des politiques publiques à repenser la gouvernance de la migration pour une plus grande implication des jeunes dans les stratégies. Qu'est-ce qui ne va pas? Que devons-nous faire mieux pour qu'on puisse avoir des politiques avec des mesures d'accompagnement en termes de financement et d'orientation stratégique et idéologique pour que les jeunes aient confiance en cette Afrique, puissent y rester tout en se connectant avec l'extérieur. Donc, c'est autant d'éléments importants. La question de l'organisation des femmes, l'égalité des genres aux femmes, ça, c'est le deuxième pilier incontournable. On en a beaucoup parlé, sachant que les femmes représentent la moitié de la population africaine avec un rôle clé dans la chaîne alimentaire pour l'agriculture, l'entrepreneuriat, l'éducation, préservation des valeurs communautaires. Et ce qui est là est là. Malgré les efforts, le taux d'alphabétisation est encore là, le taux de, on va dire encore, la question du foncier, ici qui est fondamentale pour des politiques sociales, sachant que bon, le foncier est déterminant. Donc, c'est autant d'éléments sur lesquels également on devrait réfléchir, qui a fait que, au niveau de l'ISESCO, le directeur général avait déclaré année 2021, année de la femme, pour pouvoir montrer le rôle clé que jouent les femmes dans la construction de l'humanité. Quand on parle de construction de l'humanité, mais c'est également les femmes dans la construction du savoir et les femmes également dans la préservation des valeurs. Et la question de l'organisation des femmes m'amène forcément à parler du leadership féminin. Et quand on parle de repenser et revisiter, je pense qu'il y a lieu de repenser ce concept de leadership féminin pour lequel on nous dit partout, je veux dire vraiment avec des pensées prêtes à porter,
que, écoute, les femmes doivent être plus responsabilisées, alors que nous savons que fondamentalement, l'Afrique a toujours responsabilisé les femmes. Les sociétés traditionnelles, combien de sociétés traditionnelles ont été et sont matrilinéaires ou matriarcales? Vous me faites penser à mes aïeuls du Wallo. Je dis, il y a les reines d'Atayala et de Bodbot, on le sait. Il y a également les reines mères du Ghana, du Bénin, du Cameroun. Je dis, on a tellement de modèles de leadership féminin qui devraient pouvoir être valorisés dans les systèmes éducatifs, qui devraient pouvoir être valorisés dans comment dire encore, l'orientation géographique naturelle de nos espaces. Mais qu'en est-il en ce moment? Qu'en est-il? Je veux dire, pourquoi cet oubli de ce leadership féminin naturel qui a toujours été là dans nos sociétés, qu'on devrait pouvoir valoriser et connecter, bien sûr, aux opportunités que nous offre le monde moderne pour qu'on puisse parler plus efficacement de leadership féminin, pour moins de déséquilibre pour la présence des femmes dans les instances de décision. Bon, également la question du potentiel minier et naturel. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Peut-être 2 points très rapidement pour qu'il me reste moins de 7 minutes si je m'en tiens aux orientations de Aïcha. La question de la diversité culturelle, du savoir endogène et de l'innovation sociale qui impacte sur le vivre ensemble. La question du vivre ensemble, je pense qu'il est un élément, un pilier clé des politiques sociales inclusives de transformation. Sommes-nous capables de transformer notre diversité en richesse? Sommes-nous capables de valoriser la mosaïque de plus de 2000 langues que nous offre l'Afrique? Créée et mise en exergue par les jeunes où ils ont invité des ministres, des responsables différents du monde de la recherche, du secteur privé, du sport, pour réfléchir sur leurs préoccupations. Et ils sont sortis de cette conférence, plus d'une centaine de jeunes réunis, avec des leaders au niveau international senior. Ils ont sorti une déclaration qu'ils ont appelée le plan d'action de la jeunesse du monde islamique, encore une fois, dans sa diversité. Islamique ne veut pas dire confessionnel, c'est du point de vue de la civilisation islamique dans sa diversité, où les jeunes ont mis en exergue leurs besoins, identifié leurs préoccupations et donné des orientations claires qui peuvent aider les gouvernements à mettre en place des politiques qui peuvent répondre aux questions majeures, la question de l'employabilité, la question de l'héritage culturel, la question de l'innovation, la question de l'intelligence artificielle qui, alors là, non seulement transforme, mais aussi affecte les jeunes, la question de la santé mentale, la question du bien-être. Donc, juste pour dire qu'il y a des modèles qui existent, mais un des freins, Fatih, vous permettrez de me le dire, c'est le dernier mot, c'est la question d'identifier les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui marche pour qu'on puisse modéliser et mettre à l'échelle? Merci beaucoup, Ramata, pour ces précisions. Encore une fois, donc, je vous remercie vraiment à toutes les deux hein, pour ces contributions très, très riches hein, qui vont nous permettre remettre en perspective vraiment toutes les interrogations et également toutes nos certitudes, hein, toutes nos certitudes. Alors moi, j'aimerais vraiment remercier Aïcha, la professeure Aïcha Bara, qui malheureusement doit nous quitter. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup pour l'excellente animation également que tu as faite des 2 conférences. Merci au nom de tous les membres et tous les participants du GAR PSTA. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé au terme de cette rencontre, au terme de cette conférence. Alors, j'aimerais vraiment exprimer encore une fois, réitérer mes remerciements les plus chaleureux et les plus sincères à l'endroit de la professeure Inde qui a accepté vraiment notre invitation et qui a, comme vous avez pu le constater, partagé toute son expertise sur cette thématique qui nous intéresse. Merci beaucoup, professeur, pour votre générosité et pour votre engagement également en faveur dans la promotion des politiques sociales transformatrices en Afrique. J'ai dans le chat des questions, des commentaires également, mais surtout, j'en ai un d'un doctorant visiblement qui se dit très content d'avoir participé à cette conférence qui lui a permis vraiment de revoir toute son ossature théorique et méthodologique de sa thèse
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est très gratifiant. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Ramata, également pour ta présentation très pertinente qui nous a remis un peu dans le bain des problématiques du continent, mais en même temps aussi, ça nous renforce dans notre engagement d'aller de l'avant et puis surtout de contribuer. Hein. Ce que vous avez pu montrer, c'est justement ce gap qu'il existe, qu'on essaie de combler par nos différents engagements. Merci beaucoup, Ramata. Je finirai par remercier tous les participants, toutes les personnes présentes. On a un peu dépassé le temps qui était prévu, mais ça, c'est en raison justement de la richesse et puis surtout de la pertinence des échanges que nous avons eus dans le cadre de cette conférence-là. Encore une fois, merci, merci et à très bientôt. Des nouvelles du GAR PSTA. On a d'autres activités en vue et vous serez tenus informés.